Bienvenue à Grand Reportage. Alors que les troupes de Mouammar Kadhafi continuent leur offensive militaire, de leur côté, les Occidentaux sont pris de court par cette contre-attaque de l'armée libyenne. Kadhafi, au pouvoir depuis 40 ans, fait aujourd'hui l'objet de sanctions internationales. Lui qui, dans les années 2000, avait pourtant réapparu sur la scène diplomatique mondiale. Après avoir été mis au banc de la communauté internationale dans les années 80, en effet, Kadhafi avait alors multiplié les efforts pour redevenir une personne fréquentable. Ce document inédit analyse comment l'Occident a pactisé avec Kadhafi sur fond d'intérêts politiques, de terrorisme et de pétrole. En ce milieu des années 1980, le colonel Kadhafi, entouré de sa garde rapprochée de militants révolutionnaires arabes, défie l'Occident depuis son bastion de Tripoli. Il est alors l'ennemi numéro 1 de l'Amérique et de l'Europe, considéré comme le plus important parrain du terrorisme international. Le même homme en juillet 2009. L'ennemi d'hier devenu l'un des nôtres. Un invité de marque des sommets internationaux. Au nom de la réelle politique, un dictateur brutal est alors notre allié. Lui qui, 17 mois plus tard, fera tirer à l'arme lourde sur son peuple révolté. Voici comment l'Occident a pactisé avec Mouammar Kadhafi. Racontée par ses acteurs directs, voici l'histoire de 40 années de violence, de ruse et de réelle politique. Kadhafi célèbre le 24e anniversaire de sa prise de pouvoir. Le révolutionnaire de jadis a maintenant 50 ans. Entouré des rares chefs d'État qui acceptent encore d'être vus en sa présence, il désigne à son peuple ses vieux ennemis. L'Angleterre, l'Amérique et la France, pour justifier la situation dans laquelle se trouve la Libye. Pour l'heure, c'est lui qui est en danger. Il est un paria, à la tête d'un État coupé du monde, soumis à un embargo sur le trafic aérien, les armes et surtout sur le pétrole, sa seule source de revenus. Le pays est ruiné et son chef contesté jusqu'au sein du régime. Il fait face à plusieurs tentatives de putsch. Pour Kadhafi, il n'y a qu'une seule chose qui importe. Être au pouvoir, gouverner. Car s'il perd le pouvoir, il est fini. Et quand je dis fini, ça veut dire littéralement fini. Donc il s'agit de quelqu'un qui ferait tout pour rester en vie, pour survivre. Pour survivre, Kadhafi a besoin d'argent, d'exporter son pétrole,
de soutien diplomatique. Bref, il a besoin de l'Occident et avant tout de l'Amérique, la superpuissance de cette après-guerre froide. Il s'agit bien de survie, car dans le vaste désert libyen, Kadhafi se découvre un redoutable ennemi. Des groupes islamistes armés, proches d'Al-Qaïda, tentent d'abattre son régime laïque et affaibli. Comme le reste du monde arabe, la Libye est alors traversée par l'islamisme qui se nourrit de la faillite économique et de la dictature. Le colonel a maintenant un ennemi commun avec les États-Unis. À l'issue d'une interview, il s'en ouvre à un journaliste réputé proche des services secrets américains. Il m'a dit « J'aimerais travailler avec la CIA ». Il a continué « Je suis menacé par les extrémistes musulmans dans l'est de mon pays et j'aimerais coopérer avec la CIA. Voulez-vous faire passer ce message pour moi ?» C'est ce que j'ai fait. Je ne me souviens pas exactement quand il a fait cette offre, mais oui, il l'a sûrement faite. Mais on ne l'a pas prise très au sérieux. Vous savez, c'est plus tard qu'on a commencé à se préoccuper vraiment de la menace d'Al-Qaïda. Une fin de non-recevoir qui ne décourage pas Kadhafi d'appeler la Maison-Blanche à négocier sur le dossier Lockerbie. C'était comme s'il frappait à toutes les portes, comme s'il essayait de voir s'il n'y avait pas au moins une fenêtre non verrouillée. Pendant les 2 premières années où j'étais à la Maison-Blanche, il se passait rarement une semaine sans que quelqu'un, parfois un ami de l'Arkansas du président, n'appelle et dise « J'ai un message de Kadhafi ». Portes et fenêtres closes, les Libyens essayent par la cheminée. Grâce à leur dollar, ils se mettent en quête d'intermédiaires dans le camp adverse. Plusieurs anciens de l'équipe Reagan sont approchés. Quelques-uns acceptent de plaider la cause libyenne, comme Eb Sofar, l'un des artisans du bombardement de 86. La raison pour laquelle ils m'ont choisi était très claire. Ils ne s'en sont pas cachés. En gros, ils m'ont dit « Nous pensons que les Américains et le gouvernement américain vont vous faire confiance. Ils savent que vous avez bombardé la Libye, que vous faisiez partie de l'équipe qui l'a bombardée, et donc vous êtes le type idéal. » Je leur ai dit que je n'accepterais de représenter la Libye que s'ils m'assuraient que le but de la négociation était de satisfaire les résolutions des Nations Unies. Leur réponse est revenue « Oui, d'accord. » Dans un hôtel à Genève, au lieu des rencontres secrètes, sont organisés plusieurs rendez-vous. Sofar rentre annoncer à ses anciens collègues que les Libyens sont prêts à accepter toutes les demandes de l'ONU. Les gens à qui j'ai parlé m'ont dit 1. Ils ne le feront jamais. 2. Ils le savent et ils se fichent de vous. Et 3. Même si vous avez raison, on ne bougera pas. Là-dessus, notre réaction au début de l'administration, c'était que Kadhafi était dans une boîte, sous de sévères sanctions de l'ONU, qu'il ne nous causait plus de problèmes et que c'était très bien de le laisser là. Échec et presque mat. Le dirigeant libyen en est réduit à ses coups de menton habituels lorsqu'il commémore les 10 ans des frappes de 1986.
After this massacre, they talk about Lockerbie. America should be ashamed of Libya. America should not talk about Libya. After such genocide or massacre, we talk about, we find out that Libya is being accused again of Lockerbie. En sous-main, pourtant, il abat une carte maîtresse. Il demande aux compagnies pétrolières américaines présentes en Libye avant l'embargo de lui dépêcher un émissaire. Elle délègue un ambassadeur à la retraite, rompu aux missions sensibles. Ma conviction, après 38 ans dans la diplomatie, c'est qu'on ne doit jamais couper la communication avec personne. Il faut toujours discuter. Je l'ai même dit à Kadhafi. Je lui ai raconté que pendant la Seconde Guerre mondiale, à Berne, en Suisse, nous parlions avec les nazis. Le chef de la CIA discutait avec les nazis. Kadhafi a beaucoup aimé cette histoire. Il était très sympathique à mon égard. Il m'a dit « Je veux que les entreprises américaines viennent en Libye ». Il a sorti une carte des champs de pétrole. Vous voyez tous ces blocs en rouge? Eh bien, je les réserve aux compagnies américaines. Elles ont les meilleures technologies. Nous voulons qu'elles s'implantent ici. C'est pourquoi nous voulons des relations normales avec les États-Unis. Kadhafi a eu l'habileté de ne pas toucher aux concessions américaines. La menace n'en est que plus claire. Revenez avant que d'autres n'en profitent. Car après 4 ans d'embargo, le très riche sous-sol libyen aiguise les appétits. Des hommes d'affaires italiens, allemands, anglais, français font régulièrement le voyage de Tripoli, aux grandes dames des Américains. Il n'y a pas que les pressions des pétroliers. Londres a un nouveau Premier ministre, Tony Blair, proche de Clinton autant que des milieux d'affaires anglais qui désirent renouer avec la Libye. J'ai parlé au président Clinton en 1998. Je lui ai dit que je pensais que la Libye était prête à des changements importants, qu'elle voyait le monde différemment et qu'elle ne voulait plus être liée au terrorisme. Au contraire, elle voulait devenir un partenaire. Et ça valait la peine de regarder ça de plus près. Je lui ai dit, sait-on jamais, regardez au moins. Quand les Anglais ont été impliqués, c'est devenu un effort coordonné. Ce que nous appelons aux États-Unis un full court press, un terme de basketball quand tous les joueurs poussent en avant pour marquer un panier. Les pressions de toutes sortes pèsent lourd. Fin 1998, la Maison-Blanche accepte une solution inédite et âprement négociée. Un procès en Hollande, avec des juges britanniques et des règles américaines. Sur le banc des accusés, 2 agents libyens que Kadhafi a accepté de livrer. Nous avons convaincu Kadhafi qu'il lui serait bénéfique de laisser ces gens être jugés et que les Américains ne le trahiraient pas. C'était sa hantise permanente. Vont-ils me poignarder dans le dos une fois que j'aurai livré ces gens? Ils vont maintenir les sanctions ou même les aggraver. Donc, on a dû le persuader que ça ne se passerait pas comme ça. L'essentiel de mon travail a consisté à convaincre les Libyens que cela ne mettrait pas en péril le pouvoir du régime. L'un des 2 Libyens sera libéré faute de preuves. L'autre, Abdel Basset Megrahi, condamné à la prison à perpétuité. Kadhafi accepte aussi de verser une compensation de $10 millions à chaque famille des victimes de Lockerbie.
Les sanctions de l'ONU sont temporairement suspendues, mais pas l'embargo unilatéral des États-Unis, qui ont encore des comptes à régler avec leur vieil ennemi. Dans un hôtel discret de Genève, pour la première fois depuis 20 ans, un officiel américain rencontre un officiel libyen, le puissant chef des services secrets, Moussa Koussa. Je ne l'ai pas fait avec délice ou enthousiasme. De mon point de vue, Moussa Koussa était un homme qui avait du sang sur les mains, qui avait été directement impliqué dans des activités terroristes et des assassinats. L'envoyé américain exige un gage de bonne volonté des Libyens, alors que l'administration Clinton est fortement engagée dans le processus de paix israélo-palestinien. Nous avons mis sur la table plusieurs exigences. La première d'entre elles était d'ouvrir un canal de discussion avec nos services de renseignement pour être sûr qu'ils ne soutenaient plus les radicaux palestiniens, qui, à l'époque, avaient des camps d'entraînement en Libye. S'ils fermaient ces camps, ça aiderait Yasser Arafat et tous ceux qui étaient engagés dans le processus de paix avec Israël. Dans les jours qui suivent, la Libye expulse le groupe Abu Nidal. En février 2000, les États-Unis assouplissent leurs sanctions. Kadhafi a réussi son pari. Il peut espérer n'être bientôt plus un paria et voir revenir les compagnies américaines, gage, pense-t-il, de dollars et de tranquillité. Pour un dictateur, traiter avec une démocratie comporte quelques inconvénients. La donne politique américaine vient de changer. George W. Bush succède à Bill Clinton. Cet admirateur de Ronald Reagan est fort peu disposé envers Kadhafi. Dans son programme, la Libye est classée comme un État terroriste aux côtés de l'Irak ou de la Corée du Nord. Son équipe est moins portée sur la diplomatie que la précédente. Quand je suis entrée à la Maison-Blanche, la Libye figurait à peine sur les écrans radars de l'administration Bush. Pour nous, ce pays était toujours sous sanctions américaines. De temps en temps, quelqu'un nous disait qu'il y avait eu des tentatives pour améliorer les relations. J'étais vaguement au courant que sous Clinton, il y avait eu des discussions. Elles ne nous semblaient pas être allées très loin. L'Amérique se découvre brutalement un nouvel ennemi numéro 1. Et justement, Al-Qaïda et son chef Ben Laden sont des ennemis mortels de Kadhafi qui les pourchassent depuis des années. On est donc clairement dans un moment de tension internationale fort. Kadhafi a condamné les attentats du 11 septembre. Il me dit à ce moment-là qu'il avait mis en garde contre Al-Qaïda. Et nous, à l'Occident, procès d'avoir soutenu Ben Laden dans d'autres circonstances et sur d'autres théâtres d'opération.
Ça a dû être un sentiment très agréable de pouvoir dire, par exemple, que la Libye avait émis un mandat d'arrêt d'Interpol pour arrêter Ben Laden 2 ans avant les Américains. Al-Qaïda avait essayé de le tuer à plusieurs reprises avant le 11 septembre. Les Libyens coopéraient déjà avec nous en matière d'antiterrorisme, et ce depuis plusieurs années. Ils nous répétaient sans cesse que nous sous-estimions la menace d'Al-Qaïda. Ils nous avaient avertis maintes fois que nous ne prenions pas cette menace assez au sérieux. Kadhafi se donne le beau rôle. Mais les États liés au terrorisme sont dans le viseur d'une Maison Blanche ivre de revanche. Alors sans tarder, le colonel s'active à faire oublier sa lourde réputation. Il envoie à Londres les chefs de ses services secrets offrir leur aide aux Occidentaux. Les terroristes d'hier contre les terroristes d'aujourd'hui. Quand les Libyens sont arrivés ici et que leurs services secrets ont offert de coopérer dans la bataille contre le terrorisme, bien sûr, c'était insolite. Mais en même temps, je savais que le 11 septembre changeait le monde et reconfigurait les alliances. Dans ces tout premiers jours, ces premières semaines après le 11 septembre, bien sûr, vous regardez qui est du côté d'Al-Qaïda et qui ne l'est pas. Le fait que la Libye ait dénoncé Al-Qaïda était un signal important. Ils connaissent de main de maître le terrorisme international. Dans un hôtel du centre de Londres, ils voient défiler les principaux services occidentaux à qui ils fournissent des milliers de documents sur les réseaux islamistes en Europe et dans le monde. Il serait juste de dire que la Libye était probablement notre allié le plus important contre le terrorisme dans cette région. Les Libyens étudiaient Al-Qaïda depuis des années. Je me rappelle avoir emmené des parlementaires de la Commission des Affaires étrangères rencontrer Moussa Koussa. Il leur a fait l'un des briefings sur Al-Qaïda les plus intéressants et les plus instructifs que j'ai jamais entendus. Nos services de renseignement étaient ravis de pouvoir obtenir n'importe quelle information sur Al-Qaïda. Et en plus, la Libye constituait pour nous un lien vers d'autres pays du Maghreb, où Al-Qaïda était très actif. Dans la guerre contre la terreur, la Libye devient un allié zélé. Emprisonne des combattants d'Al-Qaïda livrés par la CIA, réprime impitoyablement ses propres islamistes. Aujourd'hui, dans tout le monde arabe, en Libye, on arrête des gens, on emprisonne, on torture au nom de la lutte contre le terrorisme. Kadhafi s'en est servi, alors que nous savons que la plupart des incidents qui se sont produits en Libye ces dernières années n'ont rien à voir avec Al-Qaïda. Mr. Speaker, the President of the United States. Kadhafi peut entendre avec satisfaction le discours de George Bush en janvier 2002 devant le Congrès. Dans sa liste des ennemis de l'Amérique, il y a un absent. North Korea is a regime arming with missiles and weapons of mass destruction. Iran aggressively pursues these weapons and exports terror. Iraq continues to flaunt its hostility toward America and to support terror. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. The United States of America will not permit the world's most dangerous regimes to threaten us with the world's most destructive weapons. Our war against terror is only beginning. Mais ces dernières phrases, l'Amérique ne tolérera pas les armes de destruction massive, ne passent pas inaperçues du côté de Tripoli. Depuis le milieu des années 1990, dans le plus grand secret,
Kadhafi poursuit un objectif qui, pense-t-il, le mettra définitivement à l'abri de ses ennemis. Un programme pour lequel il dépense des millions de dollars, avec l'aide de scientifiques pakistanais et nord-coréens. Kadhafi cherche à acquérir l'arme nucléaire, le Graal de tous les dictateurs. En cette année 2003, les éléments se liguent contre lui. Une Amérique sur le pied de guerre s'apprête à intervenir en Irak contre un autre dictateur, Saddam Hussein, au nom des armes de destruction massive. Et ce n'est pas tout. À Washington, parmi les faucons du Pentagone, on échafaude des plans contre toutes les dictatures de la région, y compris la Libye. Kadhafi prend peur. Il appelle Tony Blair. Je me souviens très bien de ce jour de 2003. Nous étions accaparés par la préparation de la guerre en Irak. Je me souviens que c'est presque sorti de nulle part. Les Anglais nous disent qu'ils ont été approchés par le colonel Kadhafi, qui dit vouloir discuter de l'abandon de ces armes de destruction massive. Vous imaginez notre surprise? On a dit, bien sûr, allons-y. Mais qu'est-ce que ça signifie exactement? Pendant ma conversation téléphonique avec Kadhafi, ce qui était important pour moi, c'était d'évaluer son degré de sincérité, de comprendre pourquoi il faisait ça. Était-ce parce que nous prenions position en Afghanistan et en Irak, et qu'il commençait à s'inquiéter? Des négociations débutent en avril 2003 dans un hôtel luxueux de la capitale anglaise. Une réunion tenue entièrement secrète, y compris aux États-Unis, pour éviter l'ingérence des faucons de l'administration hostile à toute négociation avec la Libye. On a commencé à comprendre à quel point les Libyens étaient avancés, en particulier dans le domaine nucléaire. Ils avaient des centrifugeuses très sophistiquées. Pas des P1, mais des P2, ultramodernes. On a été vraiment très surpris. Au fil des semaines, Kadhafi cherche à gagner du temps. Les Américains sont maintenant embourbés en Irak et il n'a pas renoncé à sa bombe. Il attend même un chargement important de matériel nucléaire qui vogue vers la Libye au moment même où, à Londres, il négocie. Mais le 4 octobre, l'interception du BBC China et la découverte de 1000 centrifugeuses changent la donne. À ce jour, je ne comprends toujours pas quel jeu jouaient les Libyens. S'ils comptaient négocier quelques-unes de leurs armes pour ensuite, en coulisses, en fabriquer des nouvelles. Ce serait bien dans son caractère de jouer ce genre de double jeu. C'est un conspirateur né. Il essaie toujours de jouer des jeux compliqués. Les jeux trop simples, ce n'est pas vraiment son truc. Le message que nous avons envoyé à Kadhafi était « Vous ne pouvez pas faire ça à moitié. Vous nous donnez tout ou rien. Plus de demi-mesure. 1. Ce serait inacceptable. Et 2. Vous ne pourrez pas continuer, car nous le découvrirons d'une façon ou d'une autre. » Un accord est finalement signé le 16 décembre 2003 dans les salons du Travelers Club de Londres. 3 jours exactement après la capture de Saddam Hussein. D'après plusieurs de ses proches, ces images de l'ancien dictateur irakien ont fortement impressionné Kadhafi.
Un point de l'accord revêt une importance particulière pour le Premier ministre anglais, comme pour le président américain. Une déclaration publique des Libyens est exigée. On m'avait envoyé des instructions sur ce que les Libyens allaient dire, qui allait le dire et dans quel ordre. Et après, M. Blair était censé faire un discours depuis un studio du nord de l'Angleterre. Et après la déclaration, le président Bush et le Premier ministre Blair devaient intervenir à la télévision pour célébrer l'événement. Le jour dit, on a commencé à attendre, mais toujours pas de déclaration. Le soir où cette annonce était prévue, à la télévision, il y avait un match de football entre deux équipes de Tripoli. Et il y a eu des prolongations. Donc tous les programmes ont été retardés. À ma résidence, je recevais des appels du 10 Downing Street me demandant ce qu'il se passait et s'ils pouvaient dire à Blair de se rendre au studio ou pas. Je leur ai répondu, eh bien, en ce moment, c'est Tripoli 2, Istiad 1. Je vous tiens au courant. Finalement, l'appel est arrivé. En fin de soirée, le ministre libyen des Affaires étrangères s'adresse aux médias. Kadhafi a refusé de le faire lui-même. Question d'image. وبناء على المحادثات التي أجرتها الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. This evening, Colonel Gaddafi has confirmed that Libya has in the past sought to develop weapons of mass destruction capabilities. Good evening. I've called you here today to announce a development of great importance in our continuing effort to prevent the spread of weapons of mass destruction. Today in Tripoli, the leader of Libya, Colonel Muammar al-Gaddafi, has now declared its intention to dismantle its weapons of mass destruction completely. Libya can regain a secure and respected place among the nations. Le soir même, Bush et Blair s'appellent pour se féliciter. Ils sont les grands gagnants d'une partie de poker qui n'est pas exempte de motivation politique. Alors même que tous deux font face aux révélations sur leurs mensonges à propos des armes de destruction massive de Saddam Hussein. Now, you know, Gaddafi is not Saddam Hussein. Saddam Hussein was the leader. Kadhafi n'est pas Saddam Hussein. Saddam Hussein et ses deux fils, rien n'indiquait qu'ils changeraient de comportement un jour. Kadhafi, qui est à mes yeux un autre type de dirigeant, au contraire a décidé que, quel que soit le passé, il allait avoir un autre avenir. C'est assez ironique, car on était convaincu que Saddam cachait des armes de destruction massive et en même temps, on ignorait tout des capacités nucléaires de Kadhafi. Pour Bush, ça a été important, en partie parce qu'on n'a jamais trouvé ces armes en Irak, et aussi parce que son argument pour entrer en guerre était qu'en éliminant un méchant dictateur, il y aurait des répercussions sur le comportement des autres. La Libye lui a permis de démontrer que sa politique d'effet domino marchait. Une des choses qu'on a faites ensuite, c'est aller voir les Nord-Coréens pour les inciter fortement à suivre l'exemple libyen. Et on a même demandé aux Libyens de rentrer en contact avec les Nord-Coréens pour les convaincre. Je ne sais pas s'ils l'ont fait. Bien sûr, après il fallait s'assurer que la Libye soit récompensée pour avoir abandonné ses armes de destruction massive. Parce que s'il apparaissait que ce pays n'obtenait rien en retour, pourquoi est-ce qu'un autre pays ferait la même chose ? Ni l'Iran, ni la Corée ne suivront l'exemple. L'affaire libyenne est un cas trop unique d'enchevêtrement d'intérêts, de bluff.
et de realpolitik. Les récompenses, elles, ne tardent pas. Une délégation du Congrès lui rend visite, alors que le président Bush signe un décret immunisant les responsables libyens de toute poursuite pour terrorisme. Kadhafi a un casier judiciaire vierge. Je l'ai rencontré. Il était d'excellente humeur. Il blaguait avec tout le monde. Il avait très bon moral. Il était rassuré. Car sa plus grande peur, c'était que les Américains ne tiennent pas leurs promesses, le trahissent, voire le renversent. Et il a compris que ça ne se produirait pas. Je crois que ça l'a bien aidé à redresser son économie et à regagner de la légitimité en interne. Parce que lorsqu'il était totalement isolé, même par les Arabes, sa légitimité vis-à-vis de son peuple a baissé. L'Occident l'a aidé à la récupérer. Fin 2003, les États-Unis votent la levée définitive des sanctions qui frappaient la Libye. La France aussi. Kadhafi a finalement accepté de verser $1 million par victime du décès 10, après une intense bataille médiatique menée par leur famille. 10 ans après le vote de l'embargo au même endroit, Kadhafi est aux yeux du monde officiellement fréquentable. L'ancien paria a survécu. Il est toujours au pouvoir. Mais il veut être plus qu'un ancien paria. Il veut de la considération, du prestige. Les négociations humiliantes, les concessions, il va les faire payer. Dès la levée des sanctions, le gratin mondial des chefs d'État se presse à Tripoli. Kadhafi a réclamé ces visites, qui le posent en grand de ce monde. Son pays possède désormais les 8e réserves mondiales de pétrole et du gaz en quantité. Tous se disputent ses faveurs. Kadhafi s'offrira même un tête-à-tête avec la secrétaire d'État américaine. Au menu, le commerce et la lutte contre le terrorisme. Tony Blair, artisan de la normalisation, vient quant à lui signer plusieurs milliards de dollars de contrats pour Shell ou BP. Je n'ai pas de problème à aider mes entreprises. C'est très utile pour l'Angleterre et tous les autres pays européens. Et les Américains le font aussi. 3 ans après la visite de Tony Blair, Kadhafi et son fils Saïf obtiendront du Royaume-Uni la libération du seul Libyen condamné à perpétuité dans l'attentat de Lockerbie. Officiellement, pour raison de santé. Je ne sais pas quand c'est devenu un élément des négociations. Mais vous pourriez avoir raison, c'était peut-être sur la table dès 2003. Mais en tout cas, je n'étais certainement pas au courant à l'époque. On avait au moins réussi à faire condamner un des terroristes. Mais les Britanniques ont été perfides. Ils l'ont relâché. D'ailleurs, je ne crois pas qu'il était mourant. Donc, je soupçonne que l'excuse sur sa santé était juste un prétexte. J'ai pourtant l'impression que nous avions été très clairs avec eux sur le fait que s'il était condamné, il ne serait jamais libéré. Kadhafi est riche. Il achète routes, usines, aéroports et beaucoup d'armes. À la demande pressante des Européens, il endigue sans état d'âme le flot des migrants africains qui transitent par son pays vers l'Europe. L'Occident a pour lui les yeux de Chimène. Il va en profiter pour se venger. Depuis plusieurs années,
La Libye emprisonne 7 infirmières bulgares et un médecin palestinien accusés sans preuve d'avoir inoculé le virus du sida à des enfants. Leur calvaire, leur torture émeuvent l'opinion internationale et deviennent un obstacle à la normalisation. Cette fois, Kadhafi est intouchable. Alors pour les libérer, les émissaires se succèdent. La Commission européenne mène de longues négociations. Kadhafi fait monter les enchères. C'était un négociateur hors pair, qui observe la situation et sait parfaitement comment l'utiliser à son avantage. Je ne crois pas qu'il ait agi par pur esprit de vengeance, mais c'était une coïncidence qui lui a été utile. Il se servait de cette affaire pour dire « je peux être généreux ». Mais en échange, vous les Européens, devez me reconnaître, me donner du prestige, de la gloire. Ça, c'était très important pour lui. En juillet 2007, c'est finalement la France qui arrache de Kadhafi le privilège de ramener les infirmières en Bulgarie. Aux côtés de la commissaire européenne, elles sont accompagnées par Cécilia Sarkozy en personne, symbole de la victoire diplomatique française. Pour cela, la France aura dû promettre des ventes d'armes sophistiquées et surtout une visite d'État à Paris. Le 19 septembre 2009, le colonel Kadhafi s'apprête à prononcer un discours à l'ONU juste après Barack Obama. Grâce à de solides soutiens diplomatiques dans le tiers-monde, son pays s'apprête à présider pendant une année l'Assemblée générale de l'ONU. Cette ONU qui jadis l'avait mis sous embargo. هل المقاعد الدائمة هل نحن متساويين فيها؟ أبداً غير متساويين. منبر الخطابة فقط زي ما تخطب في حديقة هايد بارك. Au lieu des 35 minutes prévues, Kadhafi monopolise la parole pendant 1h30 et finit par jeter en l'air la charte de l'ONU. Après cette incartade, il n'y aura pas de réaction diplomatique. 17 mois plus tard, le régime de Kadhafi s'effondrait au terme d'un bain de sang et à la grande surprise de l'Occident. Notre réal politique nous a fait croire le dictateur éternel et ignorer l'exaspération de sa population. Et lui, persuadé que sa survie passait par l'Occident, n'a pas pris garde à la colère de son peuple.